Bonjour, merci de prendre du temps et de venir à la conférence Lenovo dédiée sur les usages de la VR en entreprise. Alors on va vous parler de réalité virtuelle, on va vous parler de réalité augmentée, j'en dis pas plus. Je remercie Bertrand Wolf, notre partenaire du pavillon, qui va nous expliquer tout ça. On aura une session de questions-réponses à la suite de la conférence et on vous présentera aujourd'hui quels sont les moyens pour faire concrètement de la VR et de la réalité augmentée en entreprise, le tout distribué par InMac W Store pour vous accompagner dans vos futurs projets que vous allez pouvoir découvrir maintenant. Voilà. Bertrand. Merci Benoît, bonjour. Je suis Bertrand Wolf. Benoît a évoqué le pavillon. Le pavillon est un lieu à Paris. C'est un lieu dédié aux usages des technologies immersives AR et VR. J'ai un passé de producteur audiovisuel. Et il y a 3 ans, fin 2015, j'ai mis la tête pour la première fois dans un masque de réalité virtuelle. J'ai été sidéré. Je me suis dit que c'était la drogue la plus puissante que j'avais jamais goûtée, non pas sur l'aspect addictif, mais sur la capacité à retourner le cerveau. Et puis j'ai trouvé que c'était formidable d'avoir enfin entre les mains un truc qui semblait sortir d'un bouquin de SF dont je suis fan depuis toujours. Et puis enfin, j'ai vu beaucoup de possibilités dans ces technologies-là. Et donc, je me suis consacré depuis à la réalité virtuelle, dans un premier temps en produisant des contenus, beaucoup de contenus variés. Et puis, j'ai créé ma société avec mon associé, Émilie, il y a 1 an maintenant. On a passé 4 mois dans le programme Ubisoft à Station F. Et pendant ces 4 mois, on a conçu le pavillon que nous avons ouvert il y a 8 mois, donc mi-mars, le 14 mars, au rez-de-chaussée de Nouma, donc c'est en plein cœur de Paris. Et en 8 mois, on a reçu déjà 3000 personnes, un petit peu plus de 3000 personnes, et on a organisé 80 événements, tous centrés sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Nos visiteurs, c'est qui? C'est essentiellement des entreprises qui veulent, dans un premier temps, découvrir, comprendre, se former à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, et qui, dans un deuxième temps, reviennent pour commencer à imaginer leur propre cas d'usage. Quand il faut passer au 3e temps, c'est-à-dire le temps du développement, eh bien on les met en relation avec l'écosystème français que l'on connaît bien puisqu'on y œuvre depuis maintenant 3 ans. Écosystème qui évidemment est le bienvenu au pavillon et se sert de l'endroit pour faire des démos, pour recevoir des partenaires, pour organiser des événements. Et puis le dernier public qu'on aime bien accueillir aussi, ce sont les étudiants à qui on met à disposition le matériel dont nous disposons. Les écoles ne sont pas toutes bien équipées, pas encore. Et donc, quand il y a un projet en AR/VR dans leur cursus, ils peuvent venir au pavillon s'en servir. Ce qui rend ce lieu tout à fait unique, c'est la base de données des cas d'usage que l'on enrichit chaque semaine de nouveaux cas. Quand on a ouvert la salle, on avait 150 cas. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, on en a 450 x 3. Ça veut dire qu'on a un système de veille qui est performant, que les producteurs nous envoient leurs cas, mais surtout ça veut dire que ça se déploie à une vitesse fulgurante, en tout cas qui s'accélère dans les entreprises. Donc ces cas d'usage sont des produits sur étagère ou des développements spécifiques pour des entreprises, sont utilisés quotidiennement par ces boîtes et couvrent absolument tous les secteurs d'activité, tous les métiers, toutes les problématiques. Et en venant au pavillon, on peut, comme je vais le faire un petit peu aujourd'hui, parler de ces cas d'usage, mais surtout en expérimenter beaucoup. Et c'est ça qui fait la différence, évidemment. Parler de VR, c'est bien, j'adore ça, je le fais aujourd'hui, mais rien ne vaut le fait de l'essayer. La question qu'on nous pose le plus souvent au pavillon, c'est quoi la différence entre AR, VR, MR, XR? C'est quoi ces acronymes? Alors, je vais essayer d'y répondre de façon très simple, avec la petite licorne. À gauche, la licorne est dans un environnement complètement digital qui remplace le monde réel. Donc vous êtes dans un masque, tel que le Mirage, qui vous coupe du monde réel et vous plonge dans un environnement totalement digital. Là où dans la réalité augmentée, au milieu, vous voyez la licorne, c'est en fait une couche digitale, un contenu digital qui vient s'interposer entre vous, entre moi, et la réalité. Et enfin, la réalité mixte, c'est un contenu digital qui interagit avec l'environnement réel. Pour illustrer ça, quelques images. Voilà, ça c'est de la réalité augmentée. Vous avez tous fait de la chasse aux Pokémon, bien entendu. C'était de la réalité augmentée.
Vous utilisez tous les jours les filtres Snapchat pour coller des oreilles de lapin et un nez de cochon sur la tête de vos amis. C'est de la réalité augmentée. Les Google Glass, c'était de la réalité augmentée. Il paraît qu'ils reviennent. Là, je vais vous montrer un exemple de réalité mixte. Donc, on a vu sur la réalité augmentée juste une couche digitale entre vous et la réalité. Là, la couche digitale, le contenu digital, c'est-à-dire les petites bestioles, interagissent avec l'environnement réel. Imaginez, vous êtes chez vous, c'est votre canapé, et avec vos lunettes, votre masque HoloLens, vous avez mappé, en fait, vous avez scanné l'ensemble de la pièce, ce qui fait que le contenu digital peut être, par exemple, posé, on va le voir, posé sur une table, posé sur le rebord de votre cuisine, voilà, posé sur une table. Et donc, vous n'êtes pas coupé, enfin, vous pouvez tirer parti de l'environnement réel en y intégrant des données, des informations, du contenu digital. Donc ça, c'est la R, ça, c'est la MR. Il nous reste à voir la VR, et comme ça, on aura fait le tour d'un ensemble qu'on appelle XR. La VR, c'est ça. Voilà, vous connaissez peut-être cette expérience. Je vous mets pas le son. Je vous mets pas le son parce que les gens que vous allez voir défiler à tour de rôle sur la planche sont en train de hurler. Ils sont en perdition. Ils crient, ils sont en panique. Pourquoi est-ce qu'ils sont en panique? Voilà. Eh bien, ils sont en panique parce que dans le masque de réalité virtuelle, ils ne voient pas du tout l'environnement dans lequel nous on les voit, mais ils sont au-dessus du vide. Voilà, ils sont au-dessus du vide, à marcher sur une planche pour essayer d'attraper un petit chat. Quand on fait cette expérience au pavillon, on l'a fait faire pratiquement à tous nos visiteurs, la moitié des gens n'y arrivent pas. La moitié des gens n'arrivent pas à faire les 3 pas qui sont nécessaires pour aller attraper le petit chat virtuel au bout de la planche. Alors vous allez me dire, ouais, bah ok, c'est des gens qui ont le vertige, c'est normal. Ouais, mais non, en fait, ils n'ont pas le vertige. Ils savent qu'ils sont sur le sol du pavillon, qu'ils ne risquent rien. En plus, en général, on leur a montré la vidéo auparavant. Et puis, ils sont entourés de leurs collègues, confrères, copains. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, il y a un truc. Et ce truc, c'est quoi? Ce truc, c'est ce qui rend la réalité virtuelle tout à fait unique en tant que média. La réalité virtuelle est un média. On dit que c'est une techno. En fait, c'est un ensemble de technologies. Toutes ces technologies mises ensemble font un nouveau média qui permet de diffuser du contenu et des messages. Et ce média, en tant que tel, a une spécificité qu'on appelle l'illusion de la non-médiation. C'est vraiment chic à replacer dans les dîners, mais en fait, c'est super simple à comprendre. Là, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes surtout en train de regarder l'écran. L'écran est un média. Tout le temps que vous regardez cet écran, vous êtes conscient que vous regardez cet écran. C'est la même chose pour votre smartphone ou au cinéma ou quand vous lisez un bouquin ou un journal. Vous savez que vous tenez un média entre les mains quand vous lisez un journal. Quand vous mettez la tête dans ce masque pour accéder aux écrans qui sont à l'intérieur, le média disparaît. C'est ce qui génère l'illusion de la non-médiation. Et pour le cerveau, quand il n'y a pas de média, quand il n'y a pas de médiation, c'est que c'est la réalité. Ça génère donc un phénomène qui s'appelle la présence, qui est un état psychologique de perception subjective, qui fait qu'en fait le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Et dans le monde virtuel, le cerveau réagit donc exactement comme si c'était réel. C'est une grande force, c'est ce qui explique la magie, la puissance aussi de ce média. Et ça permet, quand on réussit à recréer dans des expériences des conditions immersives optimales, eh ben de bénéficier d'un certain nombre de pouvoirs. En tout cas, c'est comme ça qu'on les qualifie, nous. Pouvoir empathique, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui ont été étudiées dans des labos de recherche ou des champs d'études ont permis de mesurer la véracité de ce que j'énonce là. Par exemple, la capacité empathique se mesure et est utilisée pour donc se mettre à la place de quelqu'un et ressentir ce que ressent quelqu'un. Se mettre dans la peau ou dans les pompes de quelqu'un. On peut même se mettre dans la peau de quelqu'un. Par exemple, le cerveau est très plastique et accepte facilement que quand en VR, on se regarde dans un miroir et qu'on voit quelqu'un d'autre, au bout de quelques secondes, on est ce quelqu'un d'autre. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, qui a permis de vous mettre dans la peau d'Einstein.
Donc il y avait deux groupes. Un groupe était dans la peau d'Einstein et un groupe se voyait en tant qu'avatar normal. Et il a été mesuré que les gens qui étaient dans la peau d'Einstein apprenaient plus ou retenaient mieux les sujets qui avaient été évoqués que ceux qui étaient dans un avatar assez banal. Donc il y a des capacités empathiques très fortes. Un simple interview en vidéo plate, c'est juste un interview. En VR, vous êtes face à une personne, vous êtes presque dans sa sphère d'intimité et cette personne vous parle ou vous ressentez sa parole comme si c'était un ami ou en tout cas un proche qui vous parlait. Changement de comportement, ça a été aussi mesuré. La VR a une capacité à changer le comportement pour une raison simple, c'est que ce que vous faites en VR n'est pas rangé dans votre cerveau dans la case connaissance, mais dans la case expérience. Et on le sait bien, ce sont les expériences qui changent notre comportement, même parfois qui changent notre vie. Si je vous montre une vidéo là, de quelqu'un qui manque de se faire écraser en ne regardant pas avant de traverser la rue, vous savez, avec le bruit des pneus qui crissent, ça ne va pas changer votre vie. Si je vous fais faire la même expérience en réalité virtuelle, vous allez avoir la même peur que dans la vraie vie. Et en sortant d'ici, vous ferez vraiment gaffe. Et sans doute les jours qui suivent et les semaines qui suivent, vous ferez plus attention en traversant la rue. Mémorisation, ça a été prouvé aussi par des études. On retient mieux les choses en réalité virtuelle. On retient mieux les choses d'abord parce qu'on est hyper concentré. On est coupé du reste du monde, donc on n'a pas de notification de smartphone. Et on peut être concentré sur le sujet. Souvent aussi, quand on est dans un cadre de formation, on associe le fait de faire des choses et on apprend mieux quand on est actif que quand on est passif. La réalité virtuelle a été testée par exemple dans un grand groupe pour mener des réunions virtuelles. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, où les gens donc, sont répartis aux quatre coins du monde et se retrouvent dans une salle de réunion virtuelle. Aujourd'hui, en réalité virtuelle, il est assez compliqué de prendre des notes. Voilà, il n'y a pas encore de système aussi fluide, simple que dans la vraie vie. Et lorsque le plus haut niveau de décision de ce grand groupe international s'est réuni, ils étaient 22 personnes, évidemment, donc c'était un COMEX mondial, évidemment, ça avait été testé un petit peu avant, dans les étages en dessous. Et ils avaient constaté que dans les réunions en réalité virtuelle, les gens retenaient mieux les sujets qui avaient été discutés et les décisions qui avaient été prises que dans les réunions classiques, alors même qu'on ne peut prendre aucune note en réalité virtuelle. Dernier point, l'engagement et le partage. Des études en France et en Angleterre montrent les mêmes chiffres. 80% des gens qui essayent de la VR ont envie de recommencer. 80% des gens qui essayent de la VR le partagent, soit auprès de leurs proches, soit sur les réseaux sociaux. Et on a un stand juste derrière cette cloison, stand B25, où vous pourrez faire des démos toute la journée. Je pense que probablement en rentrant chez vous ce soir, vous partagerez ce que vous avez testé. Voilà pour la partie un peu théorique. Maintenant, je vais illustrer ça avec quelques cas d'usage. Donc ça, c'est des cas qui font partie de notre base de données au pavillon. On en a 450, on ne va pas les passer tous en revue. J'en ai sélectionné une douzaine, une petite quinzaine, qui sont tous des cas qu'on trouve assez remarquables et qui couvrent plein de secteurs. Donc on va essayer de faire un survol rapide de ce que la VR ou la AR peuvent apporter à la production dans un process de recrutement, dans de la prévention, de la formation de sécurité, pour de la formation, du marketing ou de la vente. Je vais commencer par un cas qui est très récent, qui a été annoncé très récemment, un cas industriel puisqu'il s'agit du fabricant d'hélicoptères Dell qui a intégré sur ce nouveau modèle le développement du produit entièrement en réalité virtuelle. Donc de la première étape de conception jusqu'au lancement en production industrielle, tout a été fait en réalité virtuelle. Et ils ont pu intégrer très très tôt dans le process, du coup, les futurs clients, mais aussi les pilotes et les mécaniciens qui venaient tester en fait une maquette de taille réelle qui n'avait pas été construite, qui n'était que virtuelle, et ça permettait une rapidité d'itération, d'interaction beaucoup plus importante que dans la vraie vie. Et ils annoncent donc que le temps de développement de cet appareil a été divisé par 10. En moyenne, il faut 5 à 7 ans pour concevoir un hélicoptère. Ils disent l'avoir fait en 6 mois aujourd'hui.
Donc c'est des gains de productivité qui sont absolument incroyables. Presque dans la même activité, Boeing utilise la réalité augmentée pour aider les gens qui posent le câble dans les avions. Donc, grâce à mes lunettes de réalité augmentée, je sais quel câble je dois poser à quel endroit. Ils ont mesuré qu'ils économisaient 25% de câbles en utilisant la réalité augmentée. Et ils ont estimé le gain de productivité à 40%. La dernière fois dans l'histoire de l'industrie qu'on a eu un gain de 40% juste sur une innovation, c'est quand on est passé à la vapeur. Voilà, je vous parlais j'ai mis ça aussi dans la catégorie production, comme les hélicos, mais cette fois-ci, c'est de la production plutôt pour des cols blancs. On a identifié 25 outils qui permettent de collaborer à distance en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Il y a ça dans les deux cas. Ça, c'est une société qui s'appelle Meeting VR. Difficile de faire une promesse plus simple que ça. Vous êtes donc avec vos collègues répartis aux quatre coins de Paris, de la France ou du monde, peu importe. Vous avez chacun votre masque et comme pour une vraie réunion, le jour J et à l'heure H, vous vous donnez rendez-vous dans la salle que vous aurez décidé de choisir. Parce que si c'est une réunion créative, vous prendrez une salle un peu sympa avec une déco folle et à chaque fenêtre, vous aurez une vue sur un paysage très chouette, paysage différent. Hein, le pôle Nord à côté, ici et puis le Sahara là, peu importe. Si c'est une réunion un peu plus formelle, vous prendrez une salle classique. Si vous bossez dans le design, vous prendrez une salle où vous pouvez importer vos objets 3D pour travailler ensemble autour du projet en VR. Si c'est une réunion de méthode agile, ça serait une salle entièrement équipée de post-it. Enfin, vous voyez ce que c'est. Et donc voilà, aujourd'hui c'est très au point, c'est assez efficace et il y a beaucoup de solutions différentes qui permettent donc de se réunir à distance. Ça génère quelques économies de frais de déplacement, bien entendu, mais surtout, psychologiquement, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus immersif qu'un conf call, évidemment. Un cas de recrutement intéressant, ça c'est Pricewaterhouse qui l'a développé. Enfin, c'est la société Reality qui l'a développé pour Pricewaterhouse Conseil. Il y a une étude LinkedIn qui est sortie, qui a été publiée en février cette année et qui demandait aux millennials, aux jeunes diplômés, quelle était l'attente numéro 1 qu'ils ont vis-à-vis d'un éventuel futur employeur. Et de très loin, en numéro 1, ils disent qu'ils... Ah, monsieur a gagné. Ils disent les millennials, pour découvrir un futur employeur, ils souhaitent visiter les locaux. Pour voir les locaux, mais aussi pour voir surtout la façon dont les gens bossent, l'état d'esprit, comment ça se passe. Évidemment, c'est impossible à faire dans la vraie vie. Hein. On ne va pas amener des bataillons de diplômés visiter vos bureaux en mode je visite le zoo. Par contre, avec la VR, on peut emmener les locaux là où sont les étudiants. Donc cette application, elle est utilisée sur les campus et sur les salons. Et ils ont donné les clés du camion, si je puis dire, à ce jeune homme et à une jeune collègue qui font visiter l'ensemble des bureaux de Pricewaterhouse et expliquent l'état d'esprit dans lequel les gens bossent, les technos qu'ils peuvent utiliser, les méthodes qu'ils utilisent, etc. Recrutement toujours, mais de l'autre côté, pas du côté du recruteur, du côté des recrutés. Cette application est disponible sur ce Emploi Store. Elle a été développée par Pôle emploi et elle vous permet de vous entraîner à passer un entretien d'embauche. Et je voudrais attirer votre attention sur un point. Vous avez peut-être remarqué rapidement tout à l'heure, quand l'expérience du petit chat, les graphismes ne sont pas très réalistes. Hein. Le petit chat, comme ici, on est dans un niveau de réalisme qui n'est pas très élevé. Un jeu vidéo d'il y a quelques années, on dirait, si on veut être poli. Le cerveau fait le boulot tout seul. Quand il est sous tension, il y a de la tension quand on marche sur une planche, il y a de la tension quand on passe un entretien d'embauche. Quand le cerveau est sous tension, il ne se pose pas la question de savoir si c'est des avatars d'il y a 10 ans ou si c'est ultra réaliste. Il réagit comme si c'était en vrai. Encore une fois, c'est la présence. Grâce à ce phénomène, ici, vous pouvez vous entraîner à faire un entretien d'embauche. Comme dans la vraie vie, quand vous mettez le masque, comme dans la vraie vie, vous allez remplir votre CV. Ensuite, vous allez avoir un coup de fil qui va vous convoquer à cet entretien d'embauche. Puis vous allez aller sur le site internet de la boîte
pour y glaner des infos. Et enfin, vous allez passer devant cette personne qui est la recruteuse et qui, comme dans la vraie vie, va vous poser des questions qui sont un peu attendues, mais va aussi vous poser des questions qui sont un petit peu dérangeantes. Pour répondre, vous avez le choix des réponses qui s'affichent. Le temps de décision, c'est le temps de lecture pour 1 seconde. 1 seconde, pas 3 minutes. Et vous avez le temps comme ça la réponse est assez naturelle. Vous n'avez pas le temps de réfléchir en vous disant c'est quoi la bonne réponse. Ça vient spontanément. Et à la fin de l'expérience, vous avez en fait un score sur 3 items. Comme par exemple votre capacité à mener l'entretien plutôt qu'à vous laisser balader par la personne. Donc ça vous dit là où vous êtes naturellement bon ou là où vous avez des axes de progrès. Voilà, c'est développé par une société française qui s'appelle Manzalab. Une fois qu'on a recruté ces collaborateurs, souvent on les forme. Ça, c'est une formation qui est utilisée chez Sodexo, qui est du domaine de la prévention. C'est une chasse au risque dans une cuisine. C'est utilisé pour former les managers des cuisines Sodexo. Vous mettez le masque, vous vous promenez dans la cuisine, vous voyez par exemple une personne de votre équipe qui est en train de couper un fruit, puis vous allez devoir identifier si ça se passe dans les règles de l'art ou pas, si la personne a besoin d'utiliser le bon outil ou de se protéger. Voilà, là par exemple, il n'utilise pas le bon outil. Cette formation a déjà été déployée auprès de 2000 personnes en France, en Chine, en Allemagne, au Canada. Et Sodexo a constaté jusqu'à 50% de baisse des accidents suite à la formation. Et a aussi constaté jusqu'à 50% de participants en plus aux formations. Ça, c'est intéressant parce que le premier boulot des gens qui conçoivent des formations, bien sûr, c'est le contenu, bien sûr, c'est le savoir-faire pédagogique, mais c'est d'abord donner envie aux gens d'être formés. Et la VR et l'AR ont ces atouts encore de la nouveauté, de l'effet waouh, qui fait que les gens y vont plus facilement. Ça, c'est un outil qui a été développé pour Alstom, donc qui fabrique des rames de métro et de train. Et c'est un outil pour former et pour recruter les peintres. Et vous voyez le gars qui est un peintre, il tient dans la main un outil qui est un mix d'une manette de VR et d'un vrai pistolet de peinture. Ce qui fait que, en tant que professionnel, il reconnaît la forme même sans le voir, dans le masque, la main reconnaît la forme du pistolet, le poids, et il y a même le retour de force. Il a aussi des contrôleurs au pied qui permettent d'élever et de baisser une nacelle comme dans la vraie vie. Donc il est dans des conditions de peinture presque réelles. L'énorme différence, c'est qu'une fois qu'il a peint le wagon, en appuyant sur un bouton, on analyse l'épaisseur de peinture qu'il a déposée. Et selon que c'est vert, rouge ou bleu, on sait s'il a déposé la juste quantité de peinture, ou trop, ou pas assez. La précision de cet outil est de 15 microns, ce qui est quasiment impossible à mesurer dans la vraie vie. On peut aussi mesurer la trajectoire du pistolet. Je sais pas, on va la voir, voilà. Bon, là, c'est l'épaisseur de peinture. On peut mesurer donc la trajectoire et même mesurer l'angle avec lequel le pistolet a attaqué la surface à peindre. Et tout ça, ça se fait évidemment pas dans un hangar en ayant transporté du matériel et en ayant mis de la peinture qui coûte cher et qui pollue. Ça se fait n'importe où, là où sont les gens qu'on a envie de recruter ou qu'on a envie de former. Donc des gains d'efficacité assez intéressants. Autre cas de formation que j'aime beaucoup, qui est développé par Cyberzen. Vous l'avez tous eu, cette formation. Moi, je l'ai eu aussi. Ça dure une demi-heure. Et vous savez, c'est ces formations où on vous explique qu'il ne faut pas écrire le code d'accès à votre PC sur un post-it en le laissant sur l'écran. Et puis, il y a une vingtaine de règles comme ça. Ça rentre par une oreille, ça ressort immédiatement. Et c'est pas très efficace et c'est chiant, à vrai dire. Dans cette application, la formation dure 4 minutes. Et ils ont constaté un taux d'efficacité qu'ils estiment à 30% supérieur. Et pendant ces 4 minutes,
il y a un premier temps de 3 minutes pendant lequel vous êtes un voleur ou une voleuse. Et vous devez faire le tour d'un bureau en essayant de voler tout ce qui vous semble avoir de la valeur. Pour voler, c'est simple, vous regardez un objet, ça le cercle, et c'est considéré comme volé. Chaque fois que vous volez quelque chose, il y a votre comparse dans l'oreillette qui vous dit si j'ai volé ça, il va me dire mais t'es con, arrête, on n'a pas le temps. Par contre, si j'ai volé ça, il va me dire super, un PC, ça a de la valeur, c'est vraiment bien. Au bout de 3 minutes, l'expérience s'arrête et là, il reste 1 minute dans le masque, 1 minute de débrief. 1 minute pendant laquelle on revient sur ce que vous avez volé en disant ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais surtout, on se concentre sur ce qu'on n'a pas volé. Et ce qu'on n'a pas volé, pourquoi on ne l'a pas volé? C'est parce qu'on considérait que ça n'avait pas de valeur. Et là, ça devient intéressant. Parce que ce que j'ai retenu, moi, c'est juste les 2 trucs que j'ai oublié de voler. Parce qu'effectivement, je me disais, c'est pas la peine de les voler, ça vaut rien. Or, ça a une valeur. Ça illustre une des forces de ces technos pour de la formation. C'est-à-dire qu'on peut laisser les gens faire les choses naturellement. Et s'ils ne savent pas bien les faire et qu'ils se plantent, c'est pas grave. On peut les laisser prendre des risques. On peut les laisser casser du matériel. On peut même les laisser mourir. Moi, je suis mort plusieurs fois en VR. Je peux vous dire, je suis mort sur un chantier de construction, de Bouygues Construction. J'ai bêtement appliqué les consignes qu'on m'avait données. Et une première fois, j'ai été écrasé par un bloc de béton. Une deuxième fois, je suis tombé du 10e étage. Cette formation, elle avait pour but de rappeler à toute personne qui bosse sur un chantier que quand il ou elle reçoit une consigne, la première chose à faire, c'est d'analyser la dangerosité de cette consigne. Là, c'était dangereux. J'aurais jamais dû exécuter la consigne. Je l'ai fait. Je suis mort. Évidemment, ce n'est pas des méthodes qu'on emploie dans la vraie vie en formation. En VR, c'est tout à fait possible d'avoir ce processus pédagogique inversé. Là, je disais prendre des risques, on peut aussi prendre des risques sociaux, prendre des risques en public. Ça, c'est un outil qui est développé par une société qui s'appelle Digital on Human. Ça s'appelle Do You Speak VR? Et ça permet de se former à ce que je suis en train de faire là en ce moment, à la prise de parole en public. C'est un outil c'est pas un outil auto-apprenant, c'est un outil qui est à la disposition des coachs. Et donc, ça s'utilise dans un cadre de formation classique où vous allez avoir peut-être 3-4 heures de théorie. Et ensuite, la mise en pratique, au lieu que ce soit un jeu de rôle entre les 8 personnes qui sont en train de suivre la formation, vous allez être vraiment dans une salle avec une audience. Vous mettez le masque, vous êtes derrière un rideau, il y a un speaker qui vous annonce. Donc, vous entendez dans le masque une voix qui dit « Je vous demande d'accueillir chaleureusement Benoît qui va vous parler des solutions VR Lenovo ». À ce moment-là, le rideau s'ouvre et vous êtes face à 100 personnes qui vous applaudissent. À ce moment de l'expérience, quand on le fait au pavillon, les 3/4 des gens, on les entend et on les voit faire « Oh putain !» Ils se prennent le choc d'adrénaline. Et puis, ils commencent leur talk, comme en vrai, avec les slides derrière qu'on fait défiler. Et le coach, lui, il a un outil de pilotage et il déclenche les interactions avec l'audience. Donc si le speaker, l'apprenti speaker est un peu trop décontracté, il peut déclencher des actions, des réactions de la foule qui vont mettre un peu de tension. Si au contraire il est un petit peu perdu, il va l'aider en déclenchant des réactions plus positives. Donc c'est ce que j'appelle moi le deuxième ROI de la VR. Le premier ROI, c'est quand ça fait économiser de l'argent. Le deuxième ROI, c'est le Return on Impossible. C'est quand ça permet de recréer des situations qui sont impossibles à faire dans la vraie vie. Parce que personne ne peut s'offrir, dans le cadre de sa formation à la prise de parole en public, une vraie audience avec 100 personnes. Autre cas de formation qui pourrait intéresser pas mal de monde, je crois, dans la salle, c'est de la formation à l'art de la vente, en fait. Ça s'appelle Pitch Boy et c'est un simulateur de vente qui mélange de la réalité virtuelle, peut-être bientôt de la réalité augmentée, de la réalité mixte en tout cas, mais aussi de la reconnaissance vocale et puis du tracking du regard et du tracking des mouvements. Cette fois-ci, c'est très réaliste puisque c'est de la vidéo. Vous mettez le masque, vous êtes assis dans un bureau vide, cette dame arrive, elle s'assoit en face de vous et elle vous dit « Bonjour, je vous écoute, parlez-moi de votre produit ». Dans cette simulation-là, qui est représentée à l'écran, cette dame est acheteuse chez Orange et vous êtes un vendeur ou une vendeuse du petit robot Pepper de chez SoftBank. Donc vous allez dérouler votre argumentaire. Et à chaque fois que vous vous arrêterez, elle relancera. Elle relancera en disant « Ok, j'ai compris, vous m'avez parlé du prix, mais est-ce qu'il y a des facilités de paiement? Est-ce qu'il y a du financement ?» Évidemment, si vous avez parlé du financement, elle vous dira autre chose. Donc vous avez l'illusion d'un dialogue, alors ce n'en est pas un, c'est une arborescence qui vous permet de dérouler plus ou moins bien l'ensemble de l'argumentaire que vous connaissez.
Et à la fin de la séquence, ça dure une dizaine de minutes, là aussi vous êtes évalué. Vous êtes évalué sur les items que les formateurs ont définis à l'avance, ce qui vous permet de voir là où vous êtes bon naturellement, là où vous pouvez ou devez faire des progrès. Ça permet de ranker entre des personnes d'une force de vente. Ça permet aussi de voir que si tout le monde a eu une mauvaise note sur le même item, ça vient pas des gens, mais ça vient peut-être ou sans doute des éléments d'argumentation qu'on leur a donnés. Ça, c'est un outil qui est paramétrable, c'est-à-dire que la plateforme existe et on peut développer des situations en fait, qui sont des situations de vente, qui sont des situations de front desk avec des clients ou des usagers. C'est très efficace et très réaliste. La formation peut aussi aller sur des sujets un peu plus sensibles et utiliser ce que je disais tout à l'heure, la notion d'empathie. Ça s'appelle HandySwap. Ça a été développé pour Accenture et c'est un outil de sensibilisation aux stéréotypes que l'on peut avoir vis-à-vis des personnes en situation de handicap au travail. Donc vous mettez le masque et vous vous retrouvez soit face à une personne en situation de handicap, soit face à un de vos collègues qui, lui, travaille avec une personne en situation de handicap. Il y a un dialogue qui s'instaure. Là aussi, vous choisissez des réponses et dans la plupart des cas, les gens se rendent compte, moi le premier, qu'au fond de nous, on a des stéréotypes vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Là, à la fin, il n'y a pas réellement un score qui vous dit c'est bien ou c'est pas bien. Le sujet, c'est pas de vous faire apprendre par cœur des bonnes solutions, mais plutôt de vous faire comprendre et de vous faire ressentir, la notion d'empathie, de vous faire ressentir les choses. Alors, je change de sujet, là, je vais venir sur un sujet à usage multiple, c'est ce qu'on appelle un digital twin. Digital twin de l'usine de Pont-Neuf à Annecy. Pour Annecy, pardon. L'usine à Pont-Neuf pour Annecy. J'ai une vidéo, est-ce qu'elle se lance? Ouais, voilà. Donc ça, c'est une usine d'embouteillage qui a été inaugurée l'année dernière à Pont-Neuf pour Annecy. Cette usine a été totalement digitalisée. Donc les 26 000 m² de l'usine sont complètement visitables en réalité virtuelle. Donc là, vous allez voir des images qui alternent la vraie ligne de production et puis sa version digitale. Alors ça a servi à quoi? D'abord, ça a servi à améliorer le projet à l'époque où c'était un projet architectural, en faisant visiter le lieu avant qu'il soit construit pour permettre aux gens qui le finançaient et aux futurs utilisateurs d'y incorporer, de faire des remarques, de changer une implantation d'un poste de travail. Ensuite, ça a servi à former les gens qui allaient travailler dans cette usine. Ce qui fait que le jour où elle a été inaugurée, elle était opérationnelle. Il n'y a pas eu ces 10 à 15 jours de prise en main de l'outil de production. Et enfin, aujourd'hui, cette usine, ce digital twin, ce jumeau digital, il sert en fait à faire des simulations d'exercices de sécurité, soit parce qu'il y a un incendie, soit parce qu'il y a une panne sur une machine. Donc vous lâchez en réalité virtuelle des techniciens qui vont devoir localiser et identifier la panne. Autre exemple, là aussi vous êtes dans un lieu, mais c'est un petit peu plus petit. Un exemple très marrant qui a été développé par KFC. KFC dit c'est un outil de formation. Ça permet aux gens d'apprendre à bien faire les cuisses de poulet. En fait, c'est pas du tout un outil de formation, c'est un outil marketing. C'est un escape game. C'est un escape serious game en VR qui est disponible sur Steam, donc comme n'importe quel jeu vidéo. Et vous vous retrouvez enfermé dans une cuisine de KFC avec le colonel machin qui vous hurle dessus non-stop, avec un assez fort accent du Kentucky qui fait que même si vous êtes bilingue, vous avez quand même beaucoup de difficultés. Et il n'y a aucune indication sur ce que vous devez faire. En fait, vous devez prendre une cuisse de poulet et vous en occuper de façon appropriée. Et à la fin, vous la ferez goûter au colonel qui, s'il est content, vous laissera sortir de la cuisine. Voilà. Le record, c'est l'équipe du pavillon, le record, c'est 6 minutes pour sortir de la cuisine. Et franchement, moi, j'y serais encore si on m'avait pas aidé. Donc c'est un jeu, c'est un escape game, mais c'est un jeu à base très marketing, puisqu'on ressort de là en se disant ah ouais, en fait, il s'occupe bien des produits. Enfin, il y a vraiment une notion de qualité autour du produit, ce que pas forcément la première image associée à KFC.
Autre usage de la réalité virtuelle, l'aide à la vente. Ce cas est assez fameux. La réalité virtuelle en tant qu'aide à la vente a été testée par Club Med sur son flagship store aux Champs-Élysées, avec des résultats suffisamment incroyables pour que toutes les agences en France le réclament. Aujourd'hui, dans toutes les boutiques Club Med, vous pouvez choisir votre futur lieu de villégiature. Je crois que la moitié des clubs ont été filmés dans un masque de réalité virtuelle. Ils ont constaté que l'engagement des clients dans le process de vente avait augmenté de 12,5% grâce à la VR. Autre cas d'usage qui a été annoncé tout récemment, c'est les commerciaux de ThyssenKrupp vont être équipés, 120 d'entre eux, de ces lunettes qui sont des lunettes HoloLens, donc en réalité virtuelle. ThyssenKrupp, là c'est la division qui vend les petits ascenseurs, les petits monte-escaliers pour les personnes qui ont du mal à se déplacer et à monter les escaliers. Et avec ces lunettes, le commercial qui a signé le bon de commande va pouvoir prendre les mesures de l'escalier pour qu'ensuite le monte-escalier soit fabriqué de façon parfaitement ajustée pour pouvoir être installé. Alors vous me dites, ok, c'est juste un outil de prise de mesure. Ben, pas tout à fait en fait, c'est un peu plus que ça. Parce que ça permet de réduire le temps d'installation, ça permet de diviser le temps d'installation par 4. Et là où c'est intéressant en fait, c'est basé sur un insight consommateur, comme on dit dans le monde du marketing. Évidemment, le monte-escalier, c'est pas un produit qu'on a envie d'avoir chez soi. Je pense que personne ne rêve d'avoir ça chez soi. Ce qui fait que quand les gens en ont besoin, c'est là où ils signent le bon de commande, mais c'est trop tard pratiquement, parce qu'ils ont attendu le dernier moment pour signer le bon de commande. Donc au moment où ils ont passé la commande, il est crucial pour eux de l'avoir très rapidement. Donc en divisant par 4 le temps d'installation, en fait, ils ont beaucoup plus de chances de signer la commande que, évidemment, si c'est un temps plus long. Ça a été testé dans un pays et maintenant ça va être déployé dans tous les pays en Europe. Puis je vais terminer par ce cas. Le cas Walmart. Donc Walmart a testé de façon assez massive la réalité virtuelle auprès de ses salariés. Walmart, c'est le plus gros employeur privé au monde, hein, c'est le numéro 1 de la distribution. Ils ont 1,2 million de salariés aux États-Unis et 2 millions dans le monde. Et ils ont testé la VR il y a un petit peu plus d'un an avec 3 formations différentes et qu'ils avaient implantées dans leurs 200 centres de formation. Parce que depuis 2015, ils ont déployé 200 centres de formation aux États-Unis. Et une des formations est assez connue et de saison, puisque c'était une formation au Black Friday. En tant qu'employé de Walmart, je mettais donc le masque et je me retrouvais dans mon Walmart un jour d'émeute, un jour de Black Friday. Et dans cette frénésie, je devais essayer de repérer les dysfonctionnements, c'est-à-dire les choses sur lesquelles il fallait agir. Par exemple, il y a un môme qui est debout dans son chariot, les parents ne sont pas là, il est probable qu'il va finir par se casser la figure, donc il faut que j'intervienne, je ne peux pas laisser faire ça, surtout quand c'est l'émeute autour. Alors ce qui est assez amusant, c'est que la société qui a développé ces 3 premières formations, dont celle-là, est une société qui a été spécialisée dans la réalité virtuelle appliquée à la formation des joueurs de foot américains. Le créateur de cette boîte est lui-même un ancien joueur de foot, mais il était kicker. Hein. Le kicker, c'est celui qui rentre juste pour faire la transfo. Donc ça veut dire qu'il a passé toute sa carrière sur le banc de touche, il a eu le temps de réfléchir. Et ensuite, il est allé à Stanford et il a travaillé dans le plus impressionnant labo de recherche sur la réalité virtuelle. Bref, il a monté une boîte qui s'appelle Striver et il a commencé à vendre des produits pour former les quarterbacks. Le quarterback, c'est celui qui reçoit la balle quand l'arbitre siffle la mise en jeu. Il reçoit la balle et là, il a 3 ou 4 secondes pour décider ce qu'il va faire de la balle. C'est-à-dire, est-ce qu'il va appliquer la tactique que l'entraîneur lui a donnée, c'est-à-dire, est-ce que les joueurs se sont bien positionnés ou est-ce qu'il va être obligé d'improviser autre chose. Et pendant ces 3 ou 4 secondes d'intense réflexion, il y a une demi-douzaine de gaillards, à côté de qui je suis un nain et un gringalet, qui sont lancés presque à 30 à l'heure pour venir le défoncer. La VR, appliquée au foot américain, sert à aguerrir les quarterbacks, c'est-à-dire à réduire le niveau de peur qu'ils peuvent avoir pendant ce moment-là pour améliorer, pour optimiser la lucidité dont ils ont besoin pour analyser la situation. C'est exactement ce qu'on retrouve là. C'est très impressionnant un jour de Black Friday dans un Walmart.
Il faut garder toute sa lucidité quand on est vendeur face à cet événement-là. Et comme on ne peut le vivre qu'une fois par an, et que c'est impossible à reproduire dans la vraie vie, dans un process de formation, c'est là où la VR est parfaitement éligible. Bon, ça, je vais pas vous le montrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas communiqué de chiffres sur les résultats de ces 3 formations testées auprès de 140 000 personnes. Par contre, il y a 15 jours, ils ont annoncé qu'ils déployaient 17 000 masques Oculus, non pas dans leurs académies de formation, les 200 qui venaient d'ouvrir, mais directement dans les 4 700 points de vente. Ils vont mettre 2 masques dans les petits magasins, 4 masques dans les grands. Avec ça, ils vont former l'année prochaine 1 million de salariés. Et dans chaque masque, il n'y a pas les 3 formations initiales, il y a 45 formations. Donc ils ont, à l'issue d'un test réalisé auprès de 140 000 salariés, sacrément accéléré sur la formation en réalité virtuelle. Et aujourd'hui, c'est évidemment le cas de déploiement le plus massif que l'on connaisse dans le monde. À suivre donc. Voilà, je vais terminer avec ma présentation avec juste des chiffres, parce que je vous ai montré des beaux cas d'usage. Ça en est où réellement dans les entreprises? Donc je voulais partager avec vous ce slide qui est issu d'une étude de Capgemini qui est sortie en septembre, réalisée auprès de 700 entreprises dans le monde entier, dont un peu plus de 600 utilisent aujourd'hui l'AR et la VR, soit sous forme de POC, donc en première approche, soit sous forme un peu plus avancée. Et quand on leur demande quand est-ce que vous pensez que l'AR et la VR seront mainstream, c'est-à-dire qu'une majorité de vos salariés les utiliseront ces technos et ces médias dans leur travail, vous voyez que la moitié d'entre eux répondent dans moins de 3 ans. Voilà. Donc on y est. Peut-être certains d'entre vous l'utilisent déjà, mais d'ici à 3 ans, il faut considérer que la moitié d'entre vous, quand je poserai la question qui utilise la VR régulièrement dans son boulot, la moitié des gens lèveront leurs mains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Je vais rendre la parole à Benoît et juste vous dire que j'adore parler de la VR, mais rien ne vaut le fait de tester la VR. On a un stand juste à côté, on vous attend toute la journée et puis sinon, on sera ravis de vous recevoir au pavillon. Voilà. Alors, avant de vous souhaiter un bon appétit, je voulais juste vous informer que, bien sûr, pour faire de la VR, encore une fois, il faut des casques. Donc, il faut des casques autonomes, des casques Lenovo Mirage ou des casques Explorer qui se branchent sur des workstations qui sont certifiés VR. Donc, Lenovo a une gamme, on va dire le socle pour faire la VR. On a des workstations, on a des casques, des workstations, bien sûr. Lenovo sur les workstations recommande Windows 10 Pro. Des workstations qui sont certifiés. À cela, il y a vos besoins de problématiques de VR. Et à côté de ça, on peut vous accompagner avec InMac, c'est-à-dire vous remonter vers votre commercial sur des projets VR. Nous, on va pouvoir vous dire sur quel matériel il va falloir se rediriger. Et grâce à Bertrand et à son équipe, on va pouvoir mettre en relation l'écosystème pour trouver la bonne solution, le bon logiciel, la bonne application à déployer. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon appétit et on reste à votre entière disposition pour des questions-réponses en sachant que toute l'après-midi, vous avez des démos VR qui sont juste à côté au stand B25, je crois. C'est ça ? Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.